Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité ce soir, Léo Runla face à la presse nationale aujourd'hui. Élection présidentielle d'avril prochain au Bénin, rafle des parrainages par le duo Talon Talata au menu. Il a recueilli, s'il vous plaît, 118 au total et n'allait surtout pas y voir la conséquence d'une quelconque pression sur les parrains. Ils ont été libres de leur choix d'après le ministre de la Communication que nous allons suivre en 3 séquences tout au long de ce journal. Dans les collines, on est encore aux civilités des débuts d'année chez les progressistes. Les jeunes militants du parti sont allés former leurs bons voeux de nouvel an à leur coordonnateur départemental. Ils en ont profité pour parler de politique. C'était inévitable, vous le verrez. Les communes du Bénin réfléchissent depuis hier à comment accroître leurs ressources propres à travers de nouvelles stratégies de mobilisation. Le bureau de leur association a ouvert une réunion à ce sujet. C'est la première de l'année 2021 qui a abordé d'autres sujets d'importance. On en parle aussi dans ce 19h30. Encore une fois, bonsoir et bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Il a pris tout son temps pour en parler. Aléo Runla, le porte-parole du gouvernement, a discuté aujourd'hui de la présidentielle 2021 avec la presse, notamment sur les aspects de l'organisation et surtout des points de discutaillerie politique ces derniers jours. Premier point abordé par le ministre de la Communication, tout va bien pour l'heure pour ce qui concerne le déroulement du processus électoral, à moins, a-t-il concédé, à moins que la Cour constitutionnelle ait éventuellement quelque chose à y redire. Voici les mots et arguments de l'avocat sur cet aspect de l'actualité électorale. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle qui va fixer les uns et les autres sur la régularité des duos retenus, il est important pour le gouvernement, à ce stade du processus électoral, de se prononcer sur l'actualité sans nécessairement prendre part à la polémique instaurée par certains acteurs politiques sur une éventuelle, mais hypothétique, confiscation des parrainages, ce qui est l'objet de toutes les spéculations actuelles. Le gouvernement reste dans son rôle et dans la partition que la Constitution lui confère d'organiser, d'accompagner un processus électoral transparent, régulier, équitable et reconnu par tous comme devant marquer la consécration de la réforme du système partisan qui commence à faire ses preuves, ne serait-ce que par la candidature des uns et des autres, parce que en 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. Il faut le saluer. La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément au calendrier fixé par cette réforme et donc à travers la Constitution qu'ils se sont pressés pour aller déposer leur dossier dans la période retenue par la Constitution à la Sénat, le plus souvent en duo, ce qui est également une innovation, et donc à part quelques candidatures fantaisistes quand même, on n'a pas réussi à tout éliminer, ces acteurs, quelle que soit leur position, ont marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément à la Constitution que les candidatures ont été déposées, ont été accueillies et analysées.
Alain Oronla a aussi dit 2 mots au sujet de la polémique liée au parrainage. Vous le savez, les acteurs politiques, notamment les candidats des autres formations politiques en dehors de celles qui soutiennent le chef de l'État, ont pratiquement à l'unanimité dénoncé une confiscation des fiches de parrainage, permettant ainsi au duo Talon Talata d'y faire main basse. D'ailleurs, le couple a recueilli, s'il vous plaît, 118 sur les 159 disponibles. Le porte-parole du gouvernement pense que ceux qui font ces dénonciations sont dans de la contradiction, alors qu'ils auraient bien pu s'y prendre tôt et autrement en allant négocier les précieux papiers auprès des détenteurs alors. Voici les démonstrations du ministre. Au moment où ces responsables politiques, donc du Parti des démocrates, pourfendaient la réforme, ils n'avaient pas le récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le Parti des démocrates, en cours de constitution, obtienne son récépissé. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying, toute l'influence qui pouvait être la sienne afin que les parrainages soient rendus disponibles à tous les candidats et les duos de candidats. Cette disponibilité était marquée également à l'endroit du parti Les Démocrates. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je veux parler de notre compatriote Rondeté Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé, jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ceci explique évidemment qu'aucune démarche n'a été entreprise officiellement par les dirigeants de ce parti politique pour aller à la recherche de ce parrainage, qui n'est pas un marché, qui n'est pas l'objet d'un marchandage, mais peut-être de tractation politique et surtout d'un travail actif de conviction des parrains potentiels, je veux parler des députés et des maires, afin que leur projet de société, leur candidature jugée crédible puisse être adoubée par ce parrainage. Donc, ils n'ont fait aucune démarche active, ils ne s'en cachent d'ailleurs pas, puisqu'ils ont affirmé qu'ils ne voulaient pas de ce parrainage et qu'ils le refuseraient même si on le leur offrait. Je pense que si le président de la République, ce qui n'est pas forcément son rôle, même s'il s'était activé à collecter le nombre requis, 16 et pas 20 ni 32, le nombre requis de parrainage et les apportait au siège du Parti Les Démocrates, je crois qu'on lui aurait respectueusement fermé la porte au nez et dit qu'on n'en veut pas. Un autre parti, non moins important de l'opposition, je veux parler des Foscori.Bénin émergents, ont obtenu sans difficulté ces parrainages et ont rempli les autres conditions, à savoir un duo de candidats, le paiement de la caution et les parrainages requis que, à eux tout seuls, ils n'auraient pas pu réunir. Donc, il a fallu forcément un apport des partis de la mouvance pour mettre à jour le nombre de parrainages requis et l'ont obtenu puisque le duo de candidats dégagé par le parti Foscori.Bénin émergent a été retenu par la Commission électorale nationale autonome. Mieux encore, il vous est donné de constater qu'un autre duo régulièrement constitué, issu des rangs du Parti Les Démocrates, a également obtenu le nombre de parrainages requis et dont la candidature a été retenue par la Sénat. Ces deux candidats
je parle de M. Agossa et de M. Corentin, on ne peut discuter que ces deux candidats proviennent bien de cette formation politique, les démocrates, puisqu'ils en ont été exclus. On ne peut être exclu d'un parti si on n'en était pas membre. Et cette décision d'exclusion prise de manière autonome par les dirigeants du parti, les démocrates, est bien la preuve que ces dirigeants sont contre le parrainage, puisque ce qui est fondamentalement reproché à ces deux parias exclus, c'est d'avoir réussi à obtenir les parrainages requis. Je vous l'avais soufflé il y a un instant et déjà même à l'entame de ce journal, le couple de candidats Talon Talata a récolté 118 parrainages sur les 159 disponibles. Une rafle présentée par les autres partis politiques comme une preuve de la main basse du pouvoir et de ces deux partis politiques sur les documents devenus rares ces jours-ci, mais précieux pour faire valider les dossiers de candidature à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Argument fallacieux aux yeux du conférencier du jour. Alain Rolla a défendu et soutenu l'indépendance, l'autonomie et la toute grande liberté des parrains à choisir leur duo filleul de candidature à parrainer. Ceux qui sont allés vers le tandem Talon-Talata l'ont fait en toute âme et conscience. Nous allons suivre le porte-parole du gouvernement pour une dernière fois dans ce 19h30. Le nombre a été révélé par la Sénat dans un exercice de transparence. 118 parrainages se sont portés sur le président candidat. Il n'en avait besoin que de 16. Et le président Patrice Talon, à ma connaissance, n'a pas requis 118 parrainages. En réalité, la question plus ou moins perfide qui se cache derrière votre interpellation a pour réponse simple, c'est qu'il y a suffisamment de réserves pour couvrir d'autres candidatures, y compris les candidatures de l'opposition qui ont manifesté le souhait d'obtenir ces parrainages. Et que ces candidatures ou ces parrainages ont été disponibles jusqu'au jour de clôture, le 4 février. Vous savez que moi, je n'ai pas peur d'aborder les questions. Quand on va à un examen, on se prépare. Ce n'est pas au dernier jour qu'on va se mettre à courir derrière les parrainages. Un acteur politique responsable se devait, s'il était vraiment intéressé par l'obtention de ces parrainages, depuis que la Commission électorale nationale autonome a délivré les formulaires de parrainage aux élus, eh bien, on pouvait rentrer en pourparlers. Donc, on ne peut pas attendre le dernier jour, le 4 février, jour de clôture, pour dire qu'on n'a pas obtenu les parrainages. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas responsable. Mais quand vous aussi, vous faites l'effort de mettre en parallèle les déclarations virulentes des responsables des formations politiques qui se plaignent de ne pas avoir obtenu les parrainages, vous comprenez qu'ils n'ont pas voulu les avoir. Donc, c'est inutile d'entretenir une polémique oiseuse. Le président n'a pas dit qu'il va être actif pour que tous les Béninois qui se présentent, y compris celui qui est en duo avec la Vierge Marie, obtiennent les parrainages. Donc, c'est faux de croire que l'on a dit que c'est accessible à tout le monde. La promesse, c'est que tous les candidats issus des grandes formations politiques qui en font la demande vont être satisfaits, et la promesse s'adressait en particulier aux démocrates, ce qui fut fait. Donc, pas de mélange des genres. L'engagement, c'est que le scrutin soit ouvert, c'est que le scrutin soit équitable. Et en l'occurrence, en attendant la confirmation ou non de la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot, nous avons 3 duos de candidatures pour le gouvernement de bonne facture. Le gouvernement ne sait pas qui est menu frétin, qui est ridicule. Ça, c'est les partis politiques qui peuvent entretenir cette polémique pour savoir
qui parmi eux est digne d'être candidat ou pas. Boycon passe en revue depuis quelques jours les réalisations de Patrice Talon à la tête du Bénin en 5 ans dans le Zoom. Et ceci sous la houlette de Ferdinand Bokossa, membre de l'Union progressiste. Ce sont les populations des arrondissements 1 et 2 qui ont vu défiler les images et les arguments sur le sujet la dernière fois. Ils en ont profité pour discuter de la présidentielle et des chances de l'attelage Talon-Telata. Imet Hélène Amoussou. L'opération a conduit les initiateurs dans plusieurs arrondissements. Les échanges permettent de faire le point des acquis de la ville Carrefour dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Face aux populations des arrondissements de Boycon 1 et 2, la délégation conduite par Ferdinand Yao Bokossa a aussi débattu d'autres sujets. Nous avons profité pour sensibiliser les populations sur le fait que les corrections ont été apportées au fichier électoral afin que tout le monde puisse aller voter désormais, puisque lors des dernières élections, il y a eu beaucoup de cafouillage. Nous avons sensibilisé les populations sur la nécessité qu'elles sortent massivement pour ces élections afin que le taux de participation avoisine les 95%. Ça a commencé, ça fait longtemps. Nous sommes à la dernière phase aujourd'hui et cette séance a regroupé la population du 1er et du 2e arrondissement de Boycon. Ceux qui sont arrivés ici, nous entendons aujourd'hui, ils seront nos porte-parole au niveau des localités, des villages, des quartiers de ville, pour faire passer le même message qu'ils ont entendu aujourd'hui. Cet ultime acte de l'opération Zoom.5 a regroupé essentiellement les représentantes des groupements de femmes des zones ciblées. Pendant plusieurs heures, les participants ont été entretenus à travers plusieurs communications sur les projets, réformes et autres actions du quinquennat du chantre du nouveau départ. Je suis très ému par cette volonté affichée par les femmes de continuer toujours pas se battre aux côtés du parti Union progressiste. Nous n'allons pas à Boycon, surtout avec les jeunes, avec les femmes. On travaille de façon isolée, mais nous allons essayer de concevoir un outil pour que le 11 avril, Boycon puisse avoir un fort taux de participation. À cette rencontre, plusieurs autres points ayant trait à la vie du parti de l'Union progressiste, session Boycon, ont été abordés. Ferdinand Yao Bokossa et sa suite ont manifesté la volonté d'œuvrer davantage pour l'enracinement de la formation politique dans la zone. La délégation a profité de l'opportunité pour inviter les populations à sortir massivement le 11 avril prochain pour accomplir le devoir civique qu'est le vote. Des préoccupations particulières, notamment celles de certains militants, ont été soulevées et réglées. D'autres acteurs du même parti, mais d'une position géographique plus éloignée, ont aussi discuté entre eux de la présidentielle prochaine. Mais c'était un sujet 2. Les jeunes de l'Union progressiste des collines sont allés voir leur coordonnateur départemental, prioritairement pour lui former leurs vœux de nouvel an. C'est ensuite qu'ils ont abordé la question politique. Nous retrouvons Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudnon pour le point. Tous membres du parti de l'Union progressiste, ils sont les leaders des organisations de jeunes de la formation politique dans les collines. Venus des 6 communes du département, ils sont allés présenter à l'honorable Edmond Agua, coordonnateur départemental du parti du Baobab, les vœux du nouvel an. Nous sommes fiers d'avoir quelqu'un comme vous. Fiers parce que vous remplissez les critères, le profil de l'homme politique que la jeunesse UP recherchait. Nous, jeunes du département, avons souhaité également faire nos vœux au-delà de votre famille personnelle, faire nos vœux à la famille de l'Union progressiste. Nous souhaitons pour ce parti beaucoup plus de militants, beaucoup plus de progrès. Ces échanges de civilité interviennent, selon ces jeunes, au lendemain d'une réunion qui a débattu de la dynamique à mettre en place pour réussir le pari de la prochaine échéance électorale. La démarche a été très appréciée par le coordonnateur départemental, l'honorable Edmond Agua, a saisi l'occasion pour rassurer ses hôtes quant à la détermination des responsables du parti de préparer une relève de qualité. Nous vous informons que lors de notre séance de travail, nous avons élaboré une feuille de route. Dans cette feuille de route, nous avons mentionné des stratégies, des méthodes et des attitudes adoptées pour avoir une élection transparente, paisible dans le département des collines
Je voudrais à mon tour vous présenter mes vœux les meilleurs. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que cette année est une année de défis. Ce que nous savons faire, c'est de convaincre les gens sur ce que nous voulons. Un leader sans la jeunesse n'est pas un leader. Certains jeunes pensent que les choses peuvent se passer immédiatement, qu'ils sont rentrés en politique. D'abord, nous devons savoir que tout naturellement, il y a une question de génération. C'est vrai que quand vous atteignez un niveau donné, dans une mission donnée, il faut forcément penser à la relève. À cette cérémonie simple et conviviale, mais empreinte de solennité, les jeunes leaders ont beaucoup appris de leur aînés politique. Les questions de cohésion, d'entente et de synergie d'action devant permettre l'enracinement du parti dans le département ont été abordées. En plus des éloges, félicitations et remerciements à l'endroit du député, les jeunes ont également exprimé des doléances. Ils ont surtout renouvelé au coordonnateur départemental leur disponibilité à accomplir la mission à eux assignée par le parti de l'Union progressiste. Au chapitre de la politique toujours, le Bénin Avance est une nouvelle plateforme politique née dans les montagnes de la Takora ce week-end. Les initiateurs entendent mener comme activité principale tout ce qui fera découvrir que le Bénin avance depuis que Patrice Talon en a pris la direction en 2016. Ils ont fait leur entrée en la matière à la Maison des Jeunes de Nati Tengu. Régis Hippolyte Agossou. Elle a vu le jour ce samedi 13 février 2021, ici, dans les montagnes de la Takora. La plateforme multi-acteurs, le Bénin Avance, en abrégé PMB, est officiellement sortie, née de la volonté de plusieurs composantes de la société civile béninoise. Artisans, opérateurs économiques, agriculteurs, enseignants, ménagères, élèves et étudiants, acteurs politiques et autres ont en effet décidé de former ce creuset dont les objectifs sont clairs. La plateforme multi-acteurs, le Bénin Avance, s'est fixé des objectifs à très court, moyen et long terme. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les incrédules ont cru. Quand c'est bon, c'est bon. Ça se passe de discours et de commentaires. L'anglais dira « no comments ». Autant d'actions qui ont permis à certains de faire des témoignages. J'ai vu mon boulot évoluer et je l'ai remarqué effectivement depuis 5 ans. À l'époque, quand je me lève pour aller à Pandjari, il faut partir à 5 h du matin pour pouvoir arriver à 15 h. Aujourd'hui, je pars à 8 h pour arriver à 10 h. Je le dis et je le reconfirme, l'endroit le plus sécurisé au Bénin aujourd'hui, c'est le parc national de la Pendjari. Pour une fois dans notre histoire, voilà un président qui a travaillé les fondamentaux du développement. Les axes essentiels ont été touchés. Je sais que pour aller à l'école Chirimina, je sais tout le calvaire. Je sais pour venir ici ce qu'on faisait. Pour aller aux logements sociaux de Nati Tengu, je sais ce qu'on faisait. Aujourd'hui, les yeux fermés, vous roulez, il n'y a pas d'obstacle, vous arrivez. Le Bénin avance, c'est indéniable. La Takora avance. Nati Tengu avance. La plateforme multi-acteurs Le Bénin Avance reste donc ouverte à tous ceux qui veulent y adhérer, car pour elle, la gestion de la nation est une affaire de tous. On va rester dans la région. Le cadre de concertation des jeunes étant ses ramifications dans les départements de la Takora et de la Donga, le bureau a procédé le week-end écoulé à l'installation de ces sessions communales et départementales. On va retrouver Abdou Sahabi Drissou et Alassane Arona pour nous faire le point. Dans sa quête permanente d'être la plus grande tribune nationale de promotion de la jeunesse, le cadre de concertation des jeunes CCJ créé en avril 2017 pose ses valises dans les départements de la Takora et la Donga, précisément à Kobli. Notre arrivée ici à Kobli n'est pas un choix au hasard. Cela est un mérite de militantisme des responsables
issus des départements de la Takora et de la Donga. Ces assises de Kobli revêtent un double enjeu, celui de l'installation des sessions communales et départementales des membres de ce creuset et la mobilisation de la jeunesse autour des questions de développement. C'est une association qui invite la jeunesse à prendre son destin en main. Si nous ne prenons pas garde, la jeunesse n'ira nulle part. Et la vision du CCJ, c'est de mettre les jeunes ensemble pour consolider non seulement la démocratie, mais surtout faire la promotion de la jeunesse, comme je vous l'ai dit. L'ambition de ces hommes et femmes est de pouvoir jouer activement leur partition en vue d'imprimer une nouvelle marque au développement tant souhaité. Notre regroupement n'est pas un regroupement opportun ni occasionnel. Et c'est d'ailleurs le nom que nous portons, notre dénomination, n'est pas orienté vers quelqu'un, ni dans une période donnée, pour pouvoir s'achever au soir donc de celui-ci. Soucieux de la cohabitation pacifique et l'unité nationale, ce mouvement politique s'attelle à former les jeunes sur l'éthique en politique. Une déclaration dite de Kobli a sanctionné cette rencontre. Nous, cadre de concertation des jeunes CCJ, depuis les 800 mètres d'altitude de notre admirable pays, lançant au peuple béninois en général et à sa jeunesse en particulier un vibrant appel à se désolidariser de tout acte attentatoire à la paix et à la cohésion nationale, à la promotion de la paix par des actes de tolérance au cours de la présente période électorale. Dans sa dynamique de toujours œuvrer pour la consolidation d'une démocratie apaisée, ce mouvement a reçu le soutien de quelques personnalités de la Takora. Mes sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de satisfaction, mais surtout des sentiments d'assurance. On est heureux de constater que la jeunesse de tout le département est unie. Aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé ce soir à Kobli, nous pouvons nous rassurer que la jeunesse est mobilisée, la jeunesse travaille pour s'unir, pour vraiment contribuer au développement du pays. Signalons qu'au-delà de ces activités politiques, le cadre de concertation des jeunes fait aussi la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Parlons d'autres actualités loin de la politique. La Direction générale des impôts a échangé aujourd'hui avec les patrons de presse. C'est pour leur faire le point de la réforme des factures normalisées et surtout leur a annoncé la version dématérialisée de la machine électronique certifiée de facturation appelée IMSF. C'était à Cotonou. Clément Achadé. Des outils qui existent aujourd'hui. Face aux professionnels des médias, la Direction générale des impôts fait un point d'étape de la réforme des factures normalisées et présente les innovations y afférentes. Sans langue de bois, le directeur général des impôts et le directeur de la planification et de suivi-évaluation ont à tour de rôle expliqué à la presse les avantages de la réforme. Occasion pour ces derniers de préciser les outils à mettre en place pour la délivrance de ces factures, les sanctions que courent les éventuels fraudeurs, sans oublier les mesures incitatives. C'est le 1er avril 2020 que la DGI a généralisé, a rendu obligatoire l'émission des factures normalisées au niveau des moyennes et grandes entreprises. Après, nous avons intégré le 1er novembre 2020, on a intégré les entreprises de la TPS, mais qui exercent dans le domaine des professions libérales. Alors, lorsqu'on parle de type de machines, nous en avons deux types, les machines physiques et les machines virtuelles, ce que nous appelons désormais IMSF. La présente rencontre d'échange avec vous s'inscrit dans une dynamique en cours à la Direction générale des impôts depuis quelques années, celle d'assurer aux usagers la bonne information. Oui, le contribuable béninois a besoin d'être éclairé
non seulement sur ses obligations, mais aussi sur ses droits. Je souhaite donc que vous soyez les ambassadeurs de la réforme des factures normalisées. À cette séance d'échange entre la Direction générale des impôts et la presse représentée par les patrons des médias, les autorités de l'administration fiscale sont revenues sur les avantages de la réforme pour les entreprises que sont des contribuables et les populations que sont les consommateurs. Le directeur général des impôts a saisi l'occasion pour remercier les médias pour la qualité du relais qu'ils font de cette réforme des factures normalisées. Pour Nicolas Yenossi, la dynamique des MECEF et de IMECEF doit continuer pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Cette réforme, faut-il le rappeler, avait déjà été expérimentée avec succès en 2018 et la loi de finances 2020 a prévu sa généralisation à toutes les entreprises du Bénin. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a mis en place un système dématérialisé, le IMECEF, qui permet aux consultants individuels, aux prestataires de services et aux autres entreprises de délivrer leurs factures normalisées directement en ligne sans avoir besoin d'acquérir une machine. À terme, toutes les autres entreprises pourront utiliser cette version dématérialisée. Nicolas Yenossi et ses collaborateurs, avec l'accompagnement du ministre des Finances Romia Douadaï, ne comptent pas baisser la garde dans la mise en œuvre de cette réforme. À ce titre, la Direction générale des impôts a rendu opérationnel le IMECEF qui est désormais la version dématérialisée de la machine électronique certifiée de facturation. Tous ces mécanismes pour faire de la réforme des factures normalisées un levier idéal et permanent de contribution des populations à la construction du pays. Le bureau de l'Association nationale des communes du Bénin a entamé hier des échanges autour de la question de la mobilisation des ressources propres des communes pour faire face aux différents défis. C'est la première fois qu'ils se voyaient hier donc. Pour le compte de cette année 2021, ils ont par ailleurs évoqué beaucoup d'autres sujets. Voici le compte rendu avec Teddy Goudala et Naki Balabé. À cette première réunion du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit essentiellement de l'épineuse question de la mobilisation des ressources pour l'exécution des projets et programmes au profit des 77 communes du Bénin. Ma joie est d'autant plus grande que la tenue en ces lieux de notre première rencontre en tant que membre du Bureau national de la 4e mandature de l'ANCB est le symbole de la souveraineté dont jouit désormais notre association. L'essentiel des ressources dont dispose actuellement l'ANCB provient des cotisations de ses membres, des subventions de l'État et des appuis de nos partenaires techniques et financiers. Comme vous pouvez le constater, l'ANCB n'a véritablement aucune emprise sur ces sources de financement qui peuvent à tout moment nous faire défaut pour une raison ou une autre. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Outre cet aspect qui concerne le financement des communes, plusieurs autres défis sont à relever selon le président en exercice de l'Association nationale des communes du Bénin. On parle, entre autres, du challenge de consolidation des acquis du processus de décentralisation, l'adaptation au changement climatique et les paris sécuritaires, sanitaires, sociaux et éducatifs des communes. Le 4e congrès ordinaire que nous avons tenu les 21 et 22 décembre 2020 a le mérite d'avoir intégré la plupart des questions importantes de notre époque aux thématiques sur lesquelles nos commissions sont appelées à réfléchir durant les 5 années à venir. Il s'agit notamment des changements climatiques qui font aujourd'hui partie des sujets à traiter au sein de la commission agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat. Et comme vous le savez, une commission est également dédiée aux thématiques numériques, digitalisation et innovation technologique. Ces 2 commissions, nouvellement créées à l'occasion du dernier congrès, viennent s'ajouter aux 6 autres existantes pour faire le total des 8 commissions thématiques exigées par nos statuts. L'heure est donc à la recherche de partenaires dont la présence est indispensable pour le fonctionnement des différents organes de l'ANCB. Et Luc Atropos appelle à la mobilisation des énergies pour l'atteinte des résultats attendus du mandat.
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, était hier sur le site d'exposition des nouveaux engins de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. L'autorité est allée voir par elle-même la qualité et la capacité des engins nouvellement acquis. Assiomo Kaï l'a suivi pour son inspection et voici son reportage. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a effectué une visite sur le site d'entreposage des camions nouvelle génération. Ces camions ainsi que ces caissons sont destinés à la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Ces matériels de pointe vont permettre à la structure d'accomplir la mission qui lui est assignée. Le gouvernement a fait l'effort de dépenser plus de 7 milliards de nos francs pour équiper la SGDS Gênes en matériel, en camions ampli-roll. Nous en avons 50, je crois. Et puis en baume, en bennes à ordures ménagères, les bennes tasseuses que vous voyez déjà circuler dans les quartiers centraux, il y en a 30. Et donc 80 matériels roulants de grande capacité. Et maintenant des bacs et des remorques, le tout pour faire un transport performant. Le volume du travail est estimé à 400 000 tonnes de déchets à collecter et à transporter l'an avant l'enfouissement. Et pour cette dernière étape, du matériel moderne de qualité était nécessaire pour que la SGDS devienne opérante. Pour assurer les 100% de collecte, la structure a pris des dispositions. Oui, nous avons déjà notre tableau de bord. Nous avons 70 points de regroupement sur lesquels les 212 caissons vont être répartis. Nous avons 2 centres de transfert, un à Guégamin et un à Sémépodi, qui vont recevoir les caissons de 30 mètres cubes et mieux, avec les 12 remorques, nous pouvons enlever 60 mètres cubes. Des équipes sont constituées pour intervenir dans la précollecte, la collecte et l'enfouissement. Au lendemain de la réception du matériel, les conducteurs sélectionnés ont suivi une formation appropriée pour l'entretien des camions. Sur les 80 engins, le ministère a réceptionné 22 et 28 sont encore au port, auxquels vont s'ajouter 30 autres à venir. Le Bénin a amélioré sa perspective de notation et est passé à B positive. C'est l'agence régionale de notation Fitch qui l'a fait savoir. Cela signifie en français moins archaïque une première révision de perspective stable de l'économie béninoise, faisant du Bénin un pays souverain dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Pour davantage de détails, le chargé du service de notation internationale du ministère des Finances était face aux hommes des médias pour en présenter quelques intérêts. Voici des extraits de ces explications choisies par Clément Achadé. En réalité, il s'agit d'un processus à travers lequel une agence indépendante, Fitch, Moody's, Standard & Poor's ou d'autres, tente de mesurer la qualité de la signature d'un emprunteur. L'emprunteur pouvant être un pays, une collectivité locale ou une entreprise. En termes plus clairs, il s'agit d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, c'est-à-dire sa capacité à rembourser le capital et les intérêts de la dette, et également d'estimer, je dirais, le risque de non-remboursement. En clair, plus la note est bonne, moins l'emprunteur paiera cher, et plus il pourra emprunter sur une durée longue. Les perspectives sont bonnes pour le Bénin, parce que la note qui a été attribuée est une note B qui confirme la résilience des fondamentaux de notre économie face au double choc de la fermeture des frontières du Nigeria et de la Covid-19. Mais cette note est assortie d'une perspective positive. La perspective précédente était stable, ce qui veut dire qu'on ne va ni s'améliorer ni empirer. Mais aujourd'hui, l'agence de notation a assorti notre note d'une perspective positive, ce qui veut dire qu'ils ont confiance qu'à court et moyen terme, l'économie va poursuivre sa croissance et que la situation va s'améliorer. Je souligne que le Bénin est le premier pays à qui l'agence délivre une perspective positive depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Nous sommes le seul aujourd'hui pour lequel l'agence considère que les choses vont s'améliorer. Le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion du chef de l'État, le président Patrice Talon, a initié un ambitieux programme d'action.
Et ce programme d'action nécessite des financements importants. Et il se trouve que nous avons fait le choix, pour mobiliser les ressources nécessaires, de rechercher des mécanismes de financement innovants et, à l'instar des grands pays occidentaux, d'aller lever des fonds sur les marchés, tout simplement. Alors, comprenez bien que les investisseurs aujourd'hui qui se trouvent à Hong Kong, à Singapour, à Genève, Londres ou à New York, et qui historiquement ne connaissaient pas le Bénin, ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de s'appuyer sur un tiers de confiance qu'ils connaissent, comme Fitch ou Moody's ou S&P, qui leur dit « Attention, les fondamentaux de l'économie du Bénin sont sains, vous pouvez sereinement miser sur ce pays sur 10 ans, 11 ans ou 31 ans, comme ça a été le cas au début de ce mois. » Cela va nous permettre donc de mobiliser des ressources supplémentaires, effectivement, pour financer le programme d'action du gouvernement, pour relancer l'économie et poursuivre notre croissance. Vous savez, nous avons une gestion prudente de la dette et des financements. Nous avons fait une sortie en début d'année sur les marchés internationaux. Nous avons levé 1 milliard d'euros, une tranche de 700 millions à maturité 11 ans et une tranche de 300 millions d'euros à maturité 31 ans. Les souscriptions étaient supérieures à 3 milliards. Cela veut dire que nous avions 3 milliards d'euros d'investissements dans lesquels nous pouvions nous servir. Mais notre volonté initiale était de lever 1 milliard. Et quand bien même on nous a apporté 3 milliards, nous n'en avons pris qu'un. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette notation, à la fois, vient confirmer la solidité de nos fondamentaux, mais également la soutenabilité à moyen et long terme de la dette. Des clubs Rotary et Lions Club, c'est le dernier élément du journal. Des clubs Rotary et des Lions Club du Bénin en appui à la production maraîchère. Ils ont procédé à la mise en service de systèmes d'arrosage et à la remise de semences pour la production. C'était à Lobogo, dans la commune de Bopa. Geoffroy Mensa. Unis dans le service à la communauté, des clubs Rotary et Lions du Bénin apportent ici une assistance à l'orphelinat des Saints Innocents de Lobogo. Une assistance qui, contrairement aux habitudes, a pris cette fois-ci la forme d'un apport en matériel. Il s'agit concrètement de l'installation de systèmes de bandes d'arrosage sur ce site de maraîchage appartenant à l'orphelinat. Cette visite est la toute première avec nous cette année. Nous profitons pour vous présenter nos meilleurs vœux de paix, de santé, de faits inoxydables. Notre joie est grande ce matin et nous manquons de mots pour vous témoigner de notre gratitude. Le système de bande d'arrosage a été installé sur une superficie d'environ 1100 mètres carrés. Outre sa mise en service durant cette cérémonie sobre qui s'est déroulée ce samedi 13 février 2021, les clubs Rotary et Lyon qui se sont associés ont aussi offert à l'orphelinat des semences. Si deux clubs services se sont réunis pour mener cette action ici, c'est dans ce sens-là. C'est notre manière de vous apporter un peu de joie et de baume au cœur. Et plaise à Dieu, nous ferons davantage. C'est vraiment le cœur qui nous amène à Lobogo. Le cœur en souvenir de cet homme qui nous a fait découvrir l'orphelinat et dont nous perpétuons la mémoire tous les ans. J'ai parlé de Feu Herman Rey, paix à son âme. C'est grâce à lui que nous sommes ici. Depuis bientôt 20 ans, tous les ans, nous essayons de faire quelque chose. Et comme les femmes sont toujours ingénieuses et astucieuses, la présidente actuelle a pensé qu'au lieu qu'on ne passe tous les ans donner du poisson, c'est mieux que nous leur apprenions à pêcher. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une grande œuvre pour nous et c'est une fierté parce que nous vous mettrons en place un système d'irrigation des semences. L'orphelinat des Saints Innocents de Lobogo est situé dans la commune de Bopa, dans le département du Mono. Il est sous la coupe de la congrégation des Sœurs Oblates, catéchistes, petites servantes des pauvres au CPSP. Ces pensionnaires sont au nombre de 45, dont 20 en régime externat. L'orphelinat existe depuis avril 1963 et mène quelques activités génératrices de revenus pour subvenir un tant soit peu à ses besoins. Seul
On ne va pas bien loin, mais ensemble, on peut faire de grandes choses. Et voici aujourd'hui ce que ça donne comme grandes choses qu'on peut faire. Moi, je voulais exhorter les amis à rester ensemble, à réfléchir et à faire encore plus de belles choses. Ils ont déjà ici une expérience en culture maraîchère. Et nous sommes venus ici installer un système d'arrosage. Ça va leur permettre d'augmenter leur production maraîchère. Nous avons aussi offert des semences pour leur permettre de pérenniser, d'augmenter leur culture en fruits et légumes bio, ce qui va leur permettre de s'autosuffire sur le plan alimentaire, mais aussi de pouvoir vendre le surplus, ce qui n'est pas négligeable. 11 clubs Lions et 4 clubs Rotary du Bénin se sont donné la main pour la réussite de l'événement. Ils entrent en droite ligne d'action de lutte contre la faim menée par le Rotary Club International et le Lions Club International. À 19h30, un peu plus long que d'habitude, toutes nos excuses pour le débordement. Des extraits en série du porte-parole du gouvernement dans ce 19h30 au sujet de l'actualité électorale. On retient surtout de la conférence de presse de Maître Alain Ronla que les 118 parrainages du tandem Talon-Talata sont venus volontairement et non pas confiscation et contrainte des fiches de parrainage chez les parrains, comme l'ont avancé plusieurs partis politiques qui avaient présenté des candidats. Cela résulte d'une volonté spontanée et volontaire des maires et des députés, a-t-il soutenu. L'actualité politique, par ailleurs, ce sont les activités de formation politique à l'intérieur du pays. À Boïcon et à Glazoué, on a parlé de l'Union progressiste. Dans la Takora, il y a eu le cadre de concertation des jeunes et surtout la sortie officielle du creuset politique Le Bénin Avance. C'est une plateforme de mobilisation de masse de divers horizons, ont dit les initiateurs. Ce sera tout pour ce deuxième acte de ma semaine de présentation. Je vous remercie d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée.